Je n'y ai pas cru, jusqu'à ce que j'allume les caméras. Cette journée avait commencé comme d'habitude. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, j'ai bu une tasse de café, je me suis habillé, et je suis parti au travail. Rien de bien spécial. Aucun pressentiment, aucun signe. Juste un mardi ordinaire, comme j'en avais déjà vécu des milliers, dans ma vie. Je travaillais comme ingénieur en chef, dans une grande entreprise de construction, et, ce jour-là, nous avions une réunion importante, avec des partenaires venant d'une autre ville. Je ne pensais qu'à la présentation, aux chiffres, et au contrat. Je ne pensais presque pas à ma femme. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'avais l'habitude, que tout aille bien à la maison. Je m'y étais habitué, et c'était, sans doute, ma première erreur. Nathalie et moi étions mariés depuis 8 ans. 8 ans, ce n'est pas juste une durée, c'est toute une vie, construite à deux. Nous avions loué notre premier appartement ensemble, nous avions économisé ensemble, pour acheter notre propre maison, et nous avions traversé ensemble le décès de sa mère, ainsi que la longue maladie de mon père. Je pensais la connaître. Je pensais comprendre chacun de ses gestes, chaque intonation de sa voix. Je pensais qu'il n'y avait aucun secret, entre nous. En 8 ans, je n'avais jamais douté d'elle. Pas une seule fois. L'appel est arrivé vers midi. Le numéro m'était inconnu. C'était juste une suite de chiffres, sans aucun nom, dans mes contacts. J'ai failli ne pas décrocher. Je pensais que c'était de la publicité, ou une erreur, mais, quelque chose m'a poussé à répondre. Allô. Au bout du fil, il y a eu un silence d'une seconde. Puis, une voix d'homme inconnu a prononcé, doucement, et d'un ton presque désolé. Tu es Antoine? Oui, qui est-ce? Peu importe qui je suis, l'important est ailleurs. Ta femme n'est pas seule à la maison, en ce moment. Je me suis figé. Les mots ne m'ont pas atteint tout de suite. D'abord, ils sont restés suspendus en l'air, comme quelque chose d'abstrait, qui ne me concernait pas. Ensuite, ils ont commencé à descendre lentement, droit dans ma poitrine, et là, quelque chose s'est serré. Que veux-tu dire, ai-je demandé, en entendant moi-même à quel point ma voix avait changé. Ce que tu viens d'entendre, a-t-il répondu. Vérifie, vérifie par toi-même. Et il a raccroché. Je me tenais au milieu du couloir de l'entreprise, avec le téléphone à la main. Des collègues passaient à côté de moi. Quelqu'un m'a dit bonjour, un autre m'a posé une question. Je n'entendais rien. Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule pensée, que j'essayais de repousser de toutes mes forces, ce n'est pas vrai. Nathalie n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas ce genre de couple. C'est une mauvaise blague, une provocation, un malentendu. Mais, malgré moi, mes mains ouvraient déjà l'application, sur mon téléphone. 6 mois plus tôt, j'avais installé un système de vidéosurveillance à la maison, non pas par méfiance, mais pour des raisons de sécurité. Les cambriolages s'étaient multipliés dans notre quartier, et je voulais simplement, que notre maison soit protégée. 4 caméras en tout, dans l'entrée, dans le salon, dans la cuisine, et une à l'extérieur, près de la porte d'entrée. Nathalie était au courant pour les caméras. Nous avions choisi le système ensemble. Je ne regardais jamais les enregistrements, sans raison. Il me semblait que ce serait une violation de notre confiance. Une étrange ironie, n'est-ce pas? L'application a mis quelques secondes à charger. Ces secondes m'ont paru extrêmement longues. J'espérais presque que le système tomberait en panne, qu'il n'y aurait pas de connexion, ou que quelque chose m'empêcherait de voir ce que j'allais, peut-être, découvrir. Mais, tout a fonctionné à la perfection. La caméra du salon m'a montré une scène, que je n'oublierai jamais. Nathalie était assise sur notre canapé, sur ce même canapé que nous avions choisi ensemble dans un magasin de meubles, 3 ans auparavant, après avoir longuement débattu de la couleur, et de la texture du tissu. À côté d'elle, un homme était assis. Je l'ai reconnu instantanément, même si je ne voulais pas le reconnaître. Maxime, mon meilleur ami. L'homme que je connaissais depuis l'université, l'homme que j'avais aidé à déménager, que j'avais nourri dans les moments difficiles, et en qui j'avais une confiance aveugle. Ils n'étaient pas seulement assis côte à côte, ils étaient proches, beaucoup trop proches. Nathalie riait. Je voyais son rire silencieux, à travers l'écran de mon téléphone,
alors que je me tenais dans le couloir de mon entreprise. Et ce rire sans le son m'a frappé bien plus fort que n'importe quel cri. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai rangé dans ma poche, je me suis adossé au mur, et, pendant quelques secondes, j'ai simplement respiré, lentement, en m'obligeant consciemment à ne rien faire de brusque. À l'intérieur de moi, quelque chose d'immense et de sombre montait, mais je ne l'ai pas laissé s'échapper. Ni ici, ni maintenant. Parce que je savais déjà une chose avec certitude, je ne devais pas agir avec le cœur, mais avec la tête. Et j'ai commencé à réfléchir. Je ne suis pas rentré chez moi, ce jour-là. Ce fut la première décision consciente que j'ai prise, après les avoir vus sur l'écran. Beaucoup de gens, à ma place, auraient tout laissé tomber, le travail, la réunion, le bon sens, et se seraient précipités à la maison, pour enfoncer la porte, et faire une scène. Je comprenais cette impulsion. Je la ressentais physiquement, comme une pression sur mes tempes, comme une chaleur brûlante dans mes paumes. Mais je n'y ai pas cédé, car j'avais compris une chose très simple, si je franchissais cette porte maintenant, sous l'emprise de l'émotion, sans aucun plan, je serais le perdant. Et je n'avais aucune intention de perdre. Je suis retourné dans la salle de conférence, je me suis assis à ma place, et j'ai mené la réunion jusqu'au bout. J'ai parlé, j'ai répondu aux questions, j'ai hoché la tête, aux moments opportuns. Mes collègues n'ont absolument rien remarqué. À l'intérieur de moi, à cet instant précis, il se passait quelque chose, qui ressemblait à une destruction lente et méthodique. Comme lorsqu'un vieux bâtiment s'effondre, démoli morceau par morceau, étage par étage, sans aucune précipitation. 8 ans. Pendant 8 ans, j'avais construit quelque chose en quoi je croyais, et maintenant, je regardais tout cela, se transformer en poussière. Quand la réunion s'est terminée, je suis resté au bureau, jusque tard dans la soirée. J'ai dit que je voulais finir des dossiers. Tout le monde est parti. Je suis resté seul à mon bureau, et j'ai rouvert l'application. Cette fois, j'étais calme, mes mains ne tremblaient plus. J'ai visionné les enregistrements. Pas seulement ceux d'aujourd'hui. Le système conservait des archives, pour les 30 derniers jours. J'ai regardé avec méthode, de façon chronologique, depuis le tout début. Et plus je remontais le temps, plus il faisait froid à l'intérieur de moi. Maxime venait chez nous régulièrement. Parfois l'après-midi, parfois en fin de journée, mais toujours pendant les heures où j'étais au travail. Nathalie connaissait toujours mon emploi du temps. Toujours. Je n'avais jamais imaginé que cela pourrait être utilisé contre moi. Je regardais leur visage, sur les vidéos. Je regardais comment elle lui ouvrait la porte, avec une aisance habituelle, sans la moindre trace d'inquiétude. Comment il entrait, et se dirigeait directement vers le salon, comme s'il était chez lui. Comment ils discutaient, riaient, et s'asseyaient l'un à côté de l'autre. La complicité entre eux était évidente, ce n'était pas seulement une proximité physique, mais cette intimité particulière, silencieuse, propre aux personnes qui partagent un secret. Et ce secret vivait dans notre maison, dans notre salon, sur notre canapé. Le plus dur, ce n'était pas ce que j'avais vu. Le plus dur, c'était ce dont je me souvenais. Toutes ces fois, où Maxime venait dîner à la maison, et où Nathalie et lui échangeaient des regards à travers la table, je pensais que c'était simplement de la sympathie, une chaleur amicale. Toutes ces fois, où elle disait qu'elle allait voir une amie, et qu'elle rentrait avec une lueur nouvelle dans les yeux, je ne posais aucune question, parce que j'avais confiance. Toutes ces fois, où il m'appelait pour me demander « Comment ça va ? Comment va Nathalie ? Tout se passe bien ?» Je me disais « Voilà un véritable ami, il prend de nos nouvelles, il se soucie de nous. » À présent, chaque souvenir se retournait, comme un gant, pour me montrer une toute autre facette. Une face cachée, que je refusais de voir. J'ai sauvegardé toutes les vidéos, je les ai copiées sur un disque dur externe, et j'en ai fait un double sur le cloud, via un compte secondaire, auquel Nathalie n'avait aucun accès. J'ai tout fait calmement, sans précipitation, j'ai créé des dossiers, j'ai classé les fichiers par date, en travaillant exactement comme je l'aurais fait, pour n'importe quel projet sérieux. Avec attention, et sans la moindre erreur. Vers 23 heures, Nathalie m'a envoyé un message, « Tu rentres à quelle heure ?» J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis, j'ai répondu, « J'ai pris du retard, je rentrerai tard, ne m'attends pas. » Elle m'a répondu avec un cœur, comme toujours. J'ai rangé mon téléphone, et je me suis adossé à mon fauteuil.
Il régnait un grand silence dans le bureau, on entendait seulement le ronronnement de la climatisation, quelque part au loin. Je pensais à Maxime, je repensais à notre rencontre, lors de notre première année d'université, à la façon dont nous passions nos examens ensemble, et au fait qu'il avait été mon témoin de mariage, se tenant à mes côtés devant l'autel, me regardant dans les yeux avec un sourire. Je me demandais s'il savait, déjà à ce moment-là, qu'un jour il me ferait une chose pareille, ou si tout cela avait commencé plus tard. Progressivement, par petites étapes, chacune d'entre elles ne semblant pas si terrible, sur le moment. Peu importe. Cela n'avait plus aucune importance. Ce qui comptait, c'était autre chose. J'avais désormais des preuves entre les mains, claires, datées, et irréfutables. Il ne me manquait plus qu'une personne, capable de s'en servir correctement. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Pas un ami, ni un membre de ma famille, ni quelqu'un qui chercherait à me consoler, ou à me conseiller de parler avec ma femme. J'ai appelé un véritable professionnel, froid, précis, et très expérimenté dans les affaires de divorce, et de séparation de biens. Il s'appelait Maître Victor Laurent, et un collègue m'avait parlé de lui, en le décrivant comme un homme qui ne perdait jamais. J'ai besoin d'un rendez-vous, ai-je dit. Demain, si possible. C'est possible, a-t-il répondu. Venez à 10 heures. J'ai raccroché, et, pour la première fois depuis 24 heures, j'ai senti quelque chose de solide sous mes pieds. Ce n'était ni de la joie, ni du soulagement, mais juste de la fermeté, un point d'appui, une véritable direction. Il pensait que je ne savais rien, alors, laissons-les le croire encore un peu. Maître Laurent s'est révélé être exactement le genre d'homme que je m'étais imaginé. Un homme de petite taille, sec, avec un regard perçant, et une façon de parler brève, toujours droit au but. Aucune compassion superflue, aucun mot inutile. Il m'a regardé, au moment où je suis entré dans son cabinet, et il m'a tout de suite demandé. « Qu'est-ce que vous avez ?» J'ai posé un dossier sur son bureau, des captures d'écran imprimées depuis les caméras, la chronologie des visites, les dates, les heures, et la durée. Le tout était soigneusement classé dans l'ordre, étiqueté, et parfaitement structuré. Maître Laurent a feuilleté les documents en silence, sans que son expression ne change, s'arrêtant parfois, pour regarder de plus près, et pour prendre des notes au crayon, dans la marge. L'immobilier, a-t-il demandé, sans même lever les yeux des papiers. L'appartement est à mon nom, ai-je répondu. Acheté avant le mariage, mais remboursé en partie pendant notre union. Nous avons également un terrain à la campagne, au nom des deux, et 2 voitures. Une entreprise en commun. Non, je suis salarié. Elle ne travaille plus, depuis 3 ans. Il a hoché la tête, il a refermé le dossier, et il m'a regardé. Les enregistrements vidéo, en eux-mêmes, ne constituent pas une preuve d'infidélité au sens juridique du terme, a-t-il dit calmement. Cependant, ils apportent un contexte de poids, surtout s'il y a des irrégularités financières. L'utilisation de fonds communs, des virements, ou des cadeaux. Avez-vous vérifié vos comptes bancaires? Honnêtement, je n'ai pas vérifié. Je ne pensais qu'aux vidéos des caméras, mais je n'ai pas du tout pensé à l'argent. Maître Laurent m'a alors expliqué, avec calme et sans aucun jugement, dans les affaires de divorce, le bilan financier parle souvent bien plus fort que n'importe quel enregistrement vidéo. Il m'a donc recommandé d'étudier minutieusement, dans les jours à venir, les mouvements d'argent sur nos comptes communs, au cours des 6 derniers mois. Je suis rentré à la maison ce soir-là, comme si de rien n'était. Nathalie avait préparé le dîner, elle m'a posé des questions sur mon travail, et m'a raconté une histoire au sujet de son ami. J'écoutais, je répondais, et je souriais au bon moment. Ce n'était pas facile, d'être assis en face d'elle, de la regarder droit dans les yeux, et de garder pour moi tout ce que je savais. Mais j'ai tenu bon. À chaque seconde de ce dîner, je me répétais mentalement, pas maintenant, ce n'est pas encore le moment. Le lendemain, j'ai obtenu l'accès à nos relevés bancaires. Ce que j'y ai découvert, a immédiatement ajouté plusieurs nouvelles pages à mon dossier. Des virements réguliers vers un numéro de carte inconnu, avec des petites sommes, mais très fréquentes. Presque chaque semaine, il y avait des paiements dans des restaurants, les jours où j'étais au bureau. Il y avait aussi un virement, d'un montant considérable, accompagné d'une mention, que je ne pouvais interpréter autrement que comme un cadeau. J'ai tout imprimé, j'ai ajouté ces preuves à mon dossier,
et j'ai apporté le tout à Maître Laurent. Il a examiné ces nouveaux éléments, et, pour la toute première fois depuis le début de nos échanges, il a légèrement haussé un sourcil. « Parfait », a-t-il dit brièvement. « Maintenant, nous avons un vrai dossier. » Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai vécu une double vie. En journée, j'étais un mari ordinaire. Le soir, j'étais un homme, qui construisait méthodiquement sa défense juridique. Maître Laurent a préparé une demande de divorce, en exigeant un partage des biens en ma faveur, compte tenu de l'utilisation abusive éprouvée des fonds communs. Il a également contacté un expert indépendant, pour évaluer la valeur de notre terrain à la campagne. Tout se faisait dans le silence, avec un grand professionnalisme, sans la moindre fuite. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes parents, ni à mes collègues, et encore moins à Maxime, qui continuait de m'écrire, comme si de rien n'était. Il me proposait de se voir, il me demandait « Comment ça va ?» Je lui répondais de façon brève et neutre, je lisais ses messages, et je me disais qu'une trahison d'une telle ampleur nécessitait soit un aveuglement profond, soit une audace sans limite. Et je n'ai toujours pas compris, lequel des deux prédominait chez lui. Le jour du dépôt des documents au tribunal, c'est moi qui l'ai choisi. Ce matin-là, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Je me suis habillé, et j'ai bu mon café. Nathalie dormait encore. Je l'ai regardée calmement, sans aucune colère, presque avec détachement, et j'ai pensé, elle ne sait pas encore, qu'aujourd'hui, tout va changer. Dans quelques heures, on allait lui remettre une copie de la requête en divorce. Dans quelques heures, le secret serait dévoilé au grand jour, mais cette fois-ci, selon mes propres conditions, et non selon les siennes. J'ai quitté notre appartement, j'ai fermé la porte, et je me suis rendu chez Maître Laurent. Au tribunal, il y avait beaucoup de monde, et c'était très bruyant. Comme toujours. Nous avons déposé les documents. La greffière a apposé le tampon d'entrée, et elle a attribué un numéro à l'affaire. Maître Laurent a rangé ses copies dans son porte-documents, et il m'a dit, à voix basse. Maintenant, nous patientons. La procédure prendra du temps, mais notre dossier est solide. J'ai hoché la tête, je suis sorti dans la rue, je me suis arrêté sur les marches du palais de justice, et, pendant quelques secondes, je suis resté là, à respirer l'air frais. À l'intérieur de moi, il n'y avait aucun sentiment de triomphe, ni de joie malsaine. Il y avait seulement la certitude d'avoir fait ce que je devais faire. Avec précision, sans mots inutiles, et sans faire de scène. Ils m'avaient trahi en silence. Je leur avais répondu exactement de la même manière. La procédure judiciaire a duré 4 mois. Pour des personnes qui n'ont jamais été confrontées à une affaire de divorce, cela peut paraître long. Pour moi, ces 4 mois se sont déroulés dans un état très particulier, fait de concentration, et presque mécanique. J'allais au travail, j'accomplissais mes tâches, je rentrais à la maison, et je dînais en face d'une femme, qui ne comprenait toujours pas, à quel point le rapport de force avait radicalement, et irréversiblement, changé. Nathalie a reçu la copie de la requête en divorce, le 3e jour après son dépôt. J'étais au travail. Dès qu'on lui a remis les documents, elle m'a appelé immédiatement. Je me souviens de mon téléphone vibrant sur le bureau, de mon regard posé sur l'écran. J'ai vu son nom, et j'ai laissé le téléphone sonner jusqu'au bout. Ensuite, je l'ai rappelé, 1 heure plus tard. D'une voix calme, et posée. « Antoine, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était tendue, comme une corde. « C'est quoi, ces papiers ?»« As-tu tout lu ?» ai-je répondu. « Tout y est clairement expliqué. »« Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? Pourquoi saisir le tribunal tout de suite ? Nous pouvons tout expliquer. Nous pouvons. » Nathalie, les jeux interrompus doucement. Je n'ai besoin d'aucune explication. J'ai déjà entre mes mains, absolument tout ce dont j'ai besoin. Elle s'est tue. Dans cette pause, il y avait quelque chose de très éloquent. Elle n'a pas demandé ce que je possédais exactement, elle n'a pas demandé de quoi je parlais, elle est simplement restée muette. Et, dans ce silence, j'ai entendu la confirmation de tout ce que je savais déjà. Elle a bien sûr engagé un avocat, un homme jeune, plein d'énergie, avec un discours parfaitement rodé. Lors de la première audience, cet avocat a parlé longtemps, et avec conviction, du patrimoine accumulé ensemble, de la contribution de l'épouse à la vie du foyer, et du fait que les vidéos n'avaient aucune valeur juridique,
pour prouver l'infidélité. Maître Laurent l'écoutait en silence, avec un air presque ennuyé. Quand son tour est venu de prendre la parole, il a posé les relevés financiers devant le juge, et a déclaré d'une voix neutre. Nous n'insistons pas sur la qualification de cette relation. Nous insistons sur le fait qu'il y a eu une utilisation abusive des fonds communs du ménage, au profit d'une tierce personne, et ce, sur plusieurs mois. Les montants, les dates, ainsi que le bénéficiaire, figurent en annexe. L'avocat de Nathalie a tenté de protester. Le juge lui a demandé de ne pas interrompre. La deuxième audience a été beaucoup plus tendue. Nathalie était assise en face de moi, de l'autre côté de la salle. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, nous nous retrouvions face à face, dans un cadre purement officiel. Elle semblait bien différente de ce qu'elle était à la maison. Elle n'avait plus la même assurance. Dans son regard, il y avait quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Quelque chose qui ressemblait fortement à de la peur. Ce n'était pas la peur de me perdre, mais bien la peur de perdre tout ce à quoi elle était habituée. Je la regardais, et je ne ressentais aucune colère, ni aucune pitié. Je ressentais de la fatigue. La fatigue silencieuse et profonde d'un homme qui a porté un fardeau bien trop lourd pendant longtemps, et qui, enfin, le dépose sur le sol. Maxime ne s'est jamais présenté au tribunal. Évidemment. Il a disparu de ma vie aussi silencieusement qu'il était entré dans celle de ma femme, sans la moindre explication, sans aucune discussion, sans un seul message. Il a tout bonnement cessé de donner signe de vie. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas appelé, et je ne lui ai rien écrit. Certaines personnes s'en vont exactement de cette manière. Et ce simple fait, à lui seul, en dit long sur qui elles sont. La décision du tribunal a été rendue lors de la 4e audience. Maître Laurent avait raison, notre dossier était extrêmement solide. L'appartement, acheté avant le mariage, mais resté dans sa totalité. Le terrain à la campagne a été divisé, mais, en tenant compte des irrégularités financières prouvées, ma part s'est élevée aux 2/3. Les 2 voitures, dont l'une avait été payée avec mes propres économies, m'ont également été attribuées. Aucune obligation de pension alimentaire n'a été retenue. Nous n'avions pas d'enfants. Nathalie a quitté la salle d'audience en silence. Je voyais son dos, droit, terriblement tendu. Elle ne s'est pas retournée. Je ne l'ai pas interpellée non plus. Maître Laurent m'a serré la main à la sortie, et m'a dit, avec sa concision habituelle. Nous avons fait du bon travail. Je l'ai remercié, et je suis sorti dans la rue. La journée était grise, mais paisible. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je m'y suis installé, j'ai posé mes mains sur le volant, et je suis resté là, sans bouger, pendant quelques minutes. Je ne pensais à rien de bien précis. J'ai simplement laissé le silence remplir l'espace. Un mois plus tard, j'ai déménagé, non pas dans un autre quartier, mais dans une autre ville, à Bordeaux. Un nouveau travail, un nouvel appartement, et un tout nouvel environnement. Je ne fuyais pas, je faisais simplement un choix. Le choix de tout recommencer à zéro, dans un endroit où il n'y aurait aucun meuble chargé d'histoire commune, ni le moindre recoin, susceptible de me rappeler ce que j'avais vécu. Parfois, les gens me demandent, est-ce que tu as des regrets? Regrettes-tu ces 8 années, cette confiance accordée, ou le fait d'avoir été si naïf? J'y réfléchis honnêtement, sans me voiler la face. Non, je ne regrette rien, car tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de la bonne manière. Non pas par vengeance, ni par désir de faire souffrir, mais par respect envers moi-même, avec la conviction que la dignité n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que l'on défend soi-même, calmement, méthodiquement, et sans mots superflus. Ils se sont mis à 2 pour me trahir, j'ai répliqué tout seul, et cela a largement suffi. La morale de cette histoire, la trahison ne s'annonce jamais à grand bruit. Elle vit discrètement, juste à côté de vous, cachée dans des sourires familiers, lors de soirées ordinaires, et chez les personnes en qui vous aviez le plus confiance. Et c'est précisément pour cela que ça fait si mal. Mais cette histoire ne nous enseigne pas la souffrance, elle nous enseigne la véritable force. Antoine n'a pas hurlé, il n'a pas supplié, il ne s'est pas détruit par la colère, ou par les larmes. Il a accompli ce qui est véritablement difficile, et il est resté fidèle à lui-même, dans le moment le plus sombre de son existence. Il ne s'est pas abaissé à leur niveau, il s'est élevé bien au-dessus.
Quelles sont les grandes leçons de cette histoire? Premièrement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Une foi aveugle, dénuée de toute vigilance, ce n'est pas de l'amour, c'est de la vulnérabilité. Deuxièmement, les émotions sont de mauvaises conseillères, dans les moments difficiles. Celui qui agit sous le coup de la colère finit toujours par perdre. Celui qui réfléchit à tête reposée, finit par triompher. Troisièmement, la dignité est plus importante que la vengeance. Antoine ne s'est pas vengé par méchanceté. Il n'a fait que rétablir la justice. Et c'est une énorme différence. Quatrièmement, une trahison absolue n'est pas la fin de tout. C'est le début d'une nouvelle vie, plus honnête, sans mensonge, sans masque, et loin des personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Cinquièmement, respectez-vous, et le monde vous le rendra en retour. Quand on a de l'estime pour soi, on ne laisse personne piétiner sa dignité. Ni un ami, ni une femme, absolument personne. L'arme la plus puissante d'un être humain, ce n'est ni les cris, ni les larmes. C'est le calme, la raison, et la confiance en soi. Et rappelez-vous d'une chose, la vie ne s'arrête pas après une trahison. Elle recommence à zéro, et, bien souvent, elle devient encore meilleure qu'avant. Laquelle des leçons de cette histoire vous a le plus touché? Dites-le nous dans les commentaires, et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres récits vous attendent, des histoires qui vous inspireront, et vous feront réfléchir. Les amis, dites-nous dans les commentaires si, selon vous, Antoine a pris la bonne décision. Auriez-vous été capable de garder votre sang-froid en connaissant la vérité, ou auriez-vous craqué, en les confrontant immédiatement? Partagez votre avis ci-dessous. Chaque commentaire est important pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur la trahison, la force de caractère, et la véritable justice. Chaque semaine, découvrez un nouveau récit, qui vous fera réfléchir et vibrer. Abonnez-vous, vous ne le regretterez pas.